tous. Je me présente, je suis le directeur de publication de Médias Vivants. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais Médias Vivants fait des enquêtes sur scène. En fait, tous les mois, des journalistes racontent leurs enquêtes sur scène face au public. Il y a pas mal d'échos, non vous aussi? C'est ça. Donc on rencontre nos enquêtes face au public et il y a des témoins qui sont interrogés face aux spectateurs. Et là on est ravis d'être accueillis une nouvelle fois par Libération. On va faire des tests de son peut-être, juste pour voir si... là, ouais, c'est parfait. Ah non. Bon, on va retenter. Ouais, je pense que c'est mieux. C'est mieux pour vous? Oui, mais... Eh bien, parfait. Donc, je vous disais qu'on est Médias Vivants. On raconte des enquêtes sur scène tous les mois, surtout sur Marseille. Et on est ravis pour la seconde année essayer d'adapter une enquête de Libération à la scène. Et donc, on a travaillé avec Anaïs Morand pour cette enquête sur la plus petite compagnie pétrolière de France, Bridge Energy. Et elle s'est intéressée en fait à la construction potentielle de deux nouveaux puits qui peut menacer l'eau potable des Franciliens. En seconde partie de soirée, bon, sinon on peut faire sans micro. On se retrouvera en seconde partie de soirée parce que vous pourrez poser vos questions aux journalistes et aux intervenants. C'est un moment d'échange. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Le but du jeu, c'est juste de pouvoir partager, peut-être prolonger un petit peu cette enquête. En tout cas, je vous remercie. On va essayer de voir le micro et on commence. Merci à vous. Vous le savez peut-être déjà, mais personnellement, c'est par cette histoire que j'ai appris qu'il y avait du pétrole en Seine-et-Marne. Car oui, il se cache du pétrole en Seine-et-Marne. Il y a quasiment un an, presque jour pour jour, une alerte est parvenue jusqu'à moi. On venait m'avertir que l'eau potable de 180 000 Franciliens était menacée de pollution par un gisement d'hydrocarbures. Pourquoi ? Comment? Je vous présente l'histoire des forages pétroliers de Nonville. Cette histoire est encore en train de s'écrire. En voici les premiers chapitres. 27 décembre 2023. Certains se remettent à peine de leur festin en famille. Les regards sont volontairement détournés de l'actualité morose. Les journalistes ont quelque peu déserté leur rédaction pour s'accorder une petite coupure. Les couloirs des ministères sont clairsemés. Ce sont les fêtes de fin d'année. Ce sont les fêtes de fin d'année, pourtant, à Matignon, la lumière est allumée. Ce 27 décembre 2023, la première ministre la première ministre d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, n'a pas encore démissionné. Et la voilà en train de s'affairer à signer un décret en toute discrétion. Ce décret a des allures de cadeau de Noël pour Bridge Energy, une société pétrolière française installée en Seine-et-Marne, à environ 5 km au sud de la forêt de Fontainebleau. Le décret dit ceci: la société, qui exploitait jusqu'ici 10 km² de gisements d'hydrocarbures, peut désormais étendre sa concession sur 43 km² supplémentaires. L'entreprise rêvait de s'agrandir depuis longtemps. Et là voilà, enfin,
prête à exploiter des trésors enfouis en sous-sol sur une surface 5 fois plus vaste qu'auparavant. Le décret est contresigné par Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, à l'époque, respectivement, ministre de l'économie et ministre de la transition énergétique. Tout cela, donc, sous la responsabilité d'Elisabeth Borne. Voici pourtant ce que la Première ministre avait dit lors de sa prise de fonction en 2022 devant l'Assemblée nationale. Au cours des 5 dernières années, nous avons accéléré la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais nous devons faire plus. Sous l'impulsion de la France, l'Europe s'est fixé l'objectif d'être neutre en carbone en 2050 et de réduire ses émissions de 55% d'ici 2030. Ces objectifs, nous devons les atteindre. Ensemble, nous gagnerons la bataille du climat. Mesdames et messieurs les députés, nous voulons être, nous serons la première grande nation écologique à sortir des énergies fossiles. « 30 janvier 2024. Cette fois-ci, les fêtes sont bien finies et des regards préoccupés observent ce qui se joue en Seine-et-Marne. Un arrêté vient d'être signé par le secrétaire général de la préfecture. Le document administratif dit ceci: Bridge Energy, détentrice de 3 puits de pétrole sur sa plateforme, est autorisée à en forer 2 nouveaux. La société ambitionnait d'en ouvrir bien plus, 10 supplémentaires en réalité. Mais l'État, par la voix du préfet de Seine-et-Marne, choisit prudemment de lui en accorder 2. Ces futurs puits doivent permettre à l'entreprise de compenser la perte de rendement liée au vieillissement de son infrastructure. Ils sont censés augmenter d'au moins 16 mètres cubes la production quotidienne de pétrole brut, soit l'équivalent environ du double de la production actuelle. Il est prévu que la matière extraite soit acheminée par camion-citerne jusqu'aux raffineries normandes du Havre. Il ne reste plus qu'à démarrer les travaux. Sauf que voilà, cette autorisation est un coup de tonnerre pour de nombreux acteurs locaux d'Île-de-France. Élus et associations craignent pour leur environnement immédiat. Et puis, il y a Haute-Paris, l'établissement public chargé du prélèvement, du traitement et du transport de l'eau potable vers la capitale. Haute-Paris est très inquiet. Selon la régie publique, le projet de Bridge Energy menace 2 sources d'eau qui alimentent 180 000 franciliens, dont une très grande majorité de Parisiens. En réaction aux autorisations délivrées par l'État en faveur de l'entreprise pétrolière, les contestations s'élèvent. C'est le début d'une lutte citoyenne. Le début aussi d'une bataille juridique pour faire annuler le projet. L'établissement public Haute-Paris est l'initiateur de la requête déposée contre l'arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Melun en avril 2024. Mais depuis, les associations Les Amis de la Terre, France Nature Environnement, Réseau Action Climat, Reclaim Finance et Notre Affaire à tous se sont jointes à la procédure en guise de soutien. Tout comme la mairie de Paris, 2 syndicats intercommunaux et 5 communes de Seine-et-Marne. À l'heure où nous nous parlons, l'issue de ce bras de fer juridique n'est pas encore scellée. Les travaux de forage, de leur côté, n'ont pas commencé. Quelques mots sur Bridge Energy. L'entreprise se présente comme la plus petite compagnie pétrolière française, le Petit Poucet. Elle possède une unique concession, celle de Nonville, sur la 60aine que compte actuellement la France. La plupart de ces concessions sont partagées entre 3 entreprises, Géopétrol, une compagnie française, IPC, filiale d'une société suédoise, et Vermillon, groupe canadien. Vermillon, cela vous dit sans doute quelque chose. Sur cette carte, on peut voir en Gironde, sur la concession de Cazaux,
ici, à la Thèse-Buch, une des concessions de Vermillon, et elle est connue parce que Vermillon rêve de pouvoir y forer 8 puits de pétrole supplémentaires. Et là-bas aussi, l'affaire est très très controversée. Revenons à Nonville en Seine-et-Marne. À l'origine, en 1959, c'est Elf Aquitaine qui a commencé à exploiter le gisement de ce spot. Et puis Bridge Energy a repris les rênes en 2009, obtenant la titularisation de la concession jusqu'en 2034. Avant de plonger dans les méandres du dossier, il faut bien se projeter sur les lieux du conflit. La plateforme pétrolière se situe au milieu de parcelles agricoles. Elle est bordée par des champs, un centre équestre et la lisière d'un bois. À 250 mètres en contrebas, il y a les premières habitations, et puis le Lunin, une rivière classée Natura 2000, c'est-à-dire une zone distinguée pour la richesse de sa faune et de sa flore sauvage. À proximité de la concession, certains écrins de verdure et des fragments de berge sont par ailleurs reconnus réserves naturelles par l'UNESCO. En bref, la concession de Bridge Energy est une silhouette industrielle au milieu d'un poumon vert à protéger. Pour soutenir son projet, Bridge Energy s'appuie sur la loi de 2017 que vous connaissez peut-être, la loi Hulot. Le texte interdit les nouveaux permis d'exploration et d'exploitation de gisements pétroliers en France, mais elle permet aux concessions déjà existantes de continuer leur activité jusqu'en 2039. Aux yeux de l'État, ces nouveaux forages sont donc parfaitement conformes à la réglementation en vigueur puisque la concession de Nonville existe depuis des décennies. Mais les opposants au projet, eux, estiment que ces deux nouveaux puits de pétrole sont contraires à l'esprit de la loi. Celle-ci a été pensée pour organiser l'arrêt progressif de la production d'hydrocarbures en France, proclame-t-il, et non pour l'encourager dans une... Vous m'entendez à nouveau ? La société pétrolière défend son projet d'extension en expliquant que sa concession ne représente qu'une partie infime du marché des hydrocarbures. La production totale française ne représentant d'ailleurs que 1% du pétrole consommé en France. Elle insiste également sur le fait que sa production est locale, avec un coût environnemental bien moins élevé que le pétrole importé. Cette argumentation est largement contestée, notamment au sein de la communauté scientifique. Parmi ceux qui la remettent en cause, il y a l'écologue et géographe Wolfgang Kramer. Directeur de recherche CNRS à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie, Wolfgang Kramer a été l'auteur de plusieurs rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, que vous connaissez sous le nom du GIEC, entre 1994 et 2023. Son expertise est mondialement reconnue. Voici ce qu'il avait envie de nous dire sur le projet de Bridge Energy. On est clairement pas dans les clous de ce que la France a célébré comme son grand succès diplomatique en 2015, l'accord de Paris, où après un énorme effort, il a parlé avec beaucoup de pays autour de la planète, que c'est effectivement nécessaire de limiter le réchauffement climatique à un niveau très très ambitionné à l'époque, minimum de degrés, peut-être 1,5. À ce moment-là, on aurait dû reconnaître déjà, ça fait 10 ans, qu'on est crédible seulement si on arrête toute production des hydrocarbures dans le territoire français et dans la juridiction française. Nonville, c'est pour moi un cas où se joue cette crédibilité par rapport à l'engagement international de la France et de son président de l'époque et de ses présidents d'après qui a souligné que l'accord de Paris est très important. Il se peut que quelqu'un peut dire que mais c'est tout petit, ce sont de toutes petites émissions par rapport à d'autres acteurs, mais encore une fois, la France se veut exemplaire. C'est une question par rapport à la crédibilité française dans les négociations internationales sur l'environnement et le climat. Les opposants au projet ne pointent pas seulement toute l'ambiguïté des engagements gouvernementaux.
Ils affirment également que cette extension pétrolière menace la biodiversité du territoire et surtout présente des risques de contaminer la ressource en eau. Car les 2 futurs puits doivent être forés à plus de 1500 mètres de profondeur et traverser une nappe phréatique. La nappe phréatique se trouve au cœur de l'aire d'alimentation des captages d'eau souterraine de Villemer et de Villeron. Ces points de captage fournissent respectivement 9 000 et 16 000 m3 d'eau potable en moyenne chaque jour. Selon Haute-Paris, ils permettent d'alimenter les robinets d'1 millier d'habitants de Seine-et-Marne et, comme je le disais tout à l'heure, de dizaines de milliers de Parisiens. Quasiment tous les arrondissements sont au moins en partie desservis par les sources de Villemer et de Villeron. 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e et 15e arrondissements. Les hydrologues d'Haute-Paris, experts scientifiques du sujet, estiment les ambitions de Bridge Energy trop périlleuses. Tout à l'heure, je vous ai dit que le dossier de Nonville avait pris une tournure juridictionnelle. Plusieurs audiences ont déjà eu lieu pour commencer à démêler l'affaire, et j'étais là pour la toute première audience, le 26 avril 2024, au tribunal administratif de Melun. Un hydrologue de la régie publique, dans mes souvenirs assez nerveux de se retrouver dans un tel endroit, était venu expliquer, dans une toute petite salle sans boiserie ni dorure, pourquoi Haute-Paris redoutait les nouveaux forages pétroliers. Voici une retranscription de son exposé. Nos captages de Villemer et de Villeron sont situés à 1,5 km en aval, à vol d'oiseau du site de Bridge Energy. Il existe des risques de contamination en eau souterraine et en eau de surface. Premièrement, lors des opérations de forage, il y a un risque de turbidité, c'est-à-dire que l'eau de la nappe phréatique n'est plus limpide et ne peut être utilisée à la consommation. La nappe phréatique dont nous parlons est de nature karstique, connue pour sa porosité importante. La vitesse d'écoulement de l'eau souterraine peut donc être très rapide. L'eau trouble, en provenance des travaux, peut vite se retrouver au niveau de nos points de captage. En phase d'exploitation, un mauvais vieillissement ou un accident d'exploitation permettant l'infiltration d'hydrocarbures peut engendrer une pollution de la nappe. Puis en eau de surface aussi, il y a des risques. Cette fois-ci avec le Lunin. Le cours d'eau traverse le périmètre sourcier de Villeron. Si des hydrocarbures sont accidentellement épandus, par exemple lors d'un accident de transport, et qu'ils finissent dans le Lunin tout à côté, il faut savoir que ces hydrocarbures seraient quelques heures plus tard sur notre captage de Villeron. Déjà en avril 2023, la mission régionale de l'autorité environnementale d'Île-de-France avait rendu son avis sur le projet de Bridge Energy et les conclusions du document étaient défavorables à l'entreprise. Dans son avis, l'autorité environnementale appelle les pouvoirs publics à reconsidérer le projet d'extension afin de répondre à l'urgence climatique. Et elle attire l'attention, elle aussi, sur les risques susceptibles de dégrader la qualité de l'eau lors du forage dans la traversée des aquifères. Dans cette histoire, il y a donc d'un côté l'or noir et de l'autre l'or bleu. Et pour parler de cette ressource vitale mais menacée, qui de mieux qu'une hydrologue, notre invitée est spécialiste du cycle de l'eau, chargée de recherche du développement durable en géophysique à l'Institut de physique du Globe de Paris et à l'Institut national de l'information géographique et forestière. Merci d'accueillir Christelle Chanard. On va essayer de s'en sortir. Je prends, oui. Bonsoir à toutes et tous. Je sais pas si ça fonctionne pas? Non. Si, ça fonctionne? Ça fonctionne? Ok, super. Le rouge. Là, vous m'entendez? Non plus. Je réessaye l'autre, j'avais l'impression. Vous m'entendez? Oui, super. Alors pour commencer, peut-être une première question pour parler de cette nappe phréatique qui est sous la plateforme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette nappe phréatique en particulier?
Eh bien, cette nappe, elle est indispensable à l'Île-de-France. C'est une des ressources en eau souterraine les plus importantes de la région. Et en fait, quand on pense nappe phréatique, il faut penser ressources en eau qui circulent à l'intérieur d'une structure rocheuse qui est composée de roches avec des pores et des fractures qui permet à l'eau de circuler, un petit peu comme une grosse éponge finalement, qui va permettre de stocker de l'eau et de la transmettre en profondeur et de la préserver en profondeur avant l'exploitation. Et puis cette nappe, du coup, elle est rechargée régulièrement par les eaux de surface principalement. Les précipitations, le ruissellement, mais aussi les drainages agricoles, etc. D'accord, elle a un nom cette nappe, je crois. C'est la nappe de Champigny, mais en fait c'est plus qu'un simple aquifère, sa structure rocheuse, c'est plus qu'une seule nappe. C'est finalement un système entier de stockage avec des couches variées qui sont des couches calcaires qui sont ensuite généralement séparées par des couches de marne, on va dire, qui sont des couches très peu perméables qui laissent difficilement s'infiltrer l'eau. Donc ces ressources en eau, elles sont très précieuses et elles se rechargent sur le temps long. Alors la question, quand on s'était parlé au téléphone de ça, si l'eau déjà met beaucoup de temps à alimenter cette nappe, est-ce que le risque que des hydrocarbures se retrouvent dans cette nappe est réel ou est-ce qu'on s'inquiète pour rien ? Alors non, il est vraiment réel parce qu'en fait, cette conception de l'aquifère un petit peu simple que je vous ai faite là, finalement, en fait, elle est plus complexe. Il y a des endroits où on n'a pas ces marnes qui permettent de protéger les ressources en eau souterraines. Et puis, il y a des endroits où l'aquifère est complètement fracturé et donc les eaux de surface vont s'infiltrer très très vite. Donc si on a par exemple des accidents de transport d'hydrocarbures à la surface et qu'on va infiltrer des hydrocarbures dans le sol, on va pouvoir contaminer très rapidement ces ressources en eau. Et puis aussi, comme le disait le collègue d'Eau de Paris, finalement, si on fore ou si on exploite très longtemps et qu'on abîme le forage, on peut aussi simplement par l'extraction d'hydrocarbures venir contaminer les ressources en eau souterraines simplement parce qu'on traverse ces couches où on a notre eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce qu'on se doute bien qu'entre les points de captage de Villemer et de Villeron qu'on a vu sur la carte tout à l'heure et les robinets des Parisiens et Franciliens, il y a quand même un parcours, il se passe, voilà, on n'arrive pas de Villemer au robinet. Non. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le parcours de cette eau ? Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est assez simple, c'est un circuit relativement court. Hein. On a nos eaux souterraines qui sont captées dans ces points de captage et qu'on va contrôler à cet endroit-là en général déjà une première fois. Puis ensuite, elles sont acheminées vers des usines de traitement où on va les filtrer, les désinfecter, bref, les traiter pour qu'elles deviennent potables. Puis on va les stocker quelque part et ensuite elles vont être distribuées dans le réseau de distribution d'eau de Paris ici vers les robinets des utilisateurs. Donc il y a plein d'endroits où on a des contrôles de cette eau et on peut détecter assez rapidement finalement une pollution de l'eau. Mais ça va très vite. Si on pollue la nappe à un endroit, la circulation en eau souterraine peut circuler assez vite dans ces aquifères dits karstiques, donc avec des pores très très gros, et du coup se retrouver très rapidement au point de captage. Et alors si ça arrive très vite au point de captage mais que ça n'arrive pas directement dans notre robinet, est-ce que ça veut dire du coup que pour Eau de Paris, typiquement, il va falloir plus traiter l'eau, dépolluer l'eau, ça va coûter plus d'argent, plus de temps, que sais-je ? Oui, c'est exact. En fait, on ne va pas forcément tout de suite avoir des problèmes de pollution au robinet. Heureusement, on a plein de points de contrôle pour vérifier la qualité de l'eau au fur et à mesure. Mais finalement, si on détecte une pollution au point de captage, par exemple, il va falloir mettre en place des stratégies de traitement. Et ces stratégies de traitement, elles ont un coût. Ce coût, il peut être simplement un coût de traitement chimique, mais il est coûteux en énergie aussi, en infrastructure à mettre en place. Et puis, en fait, ça a aussi un impact un petit peu compliqué si la pollution, elle est lourde et elle est durable, puisque finalement, il va falloir trouver d'autres sources pour alimenter ces quelques dizaines de milliers de personnes qui dépendent de ces sources. Je voulais vous poser aussi une question par rapport, dans ce contexte de réchauffement climatique. On sait que les nappes phréatiques, parfois, quand il n'y a plus d'eau,
on va puiser dans ces nappes pour aller en récupérer, mais que du coup elles sont d'autant plus précieuses. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette nappe dans ce contexte de réchauffement climatique et de préciosité de l'eau? Alors ouais, là c'est vraiment, je pense que peut-être qu'on s'en aperçoit pas vraiment, mais en fait nos ressources en eau souterraine, elles sont extrêmement précieuses. En contexte de changement climatique, on va avoir des endroits où on aura moins de précipitations, donc on va avoir du mal à les recharger. Et du coup, pendant l'été, en période de sécheresse, on va avoir besoin de puiser dans ces eaux. Et plus il fait chaud, plus on a besoin de puiser dans ces eaux pour arroser les champs, pour maintenir l'agriculture, pour boire. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre qui se crée entre la recharge qui manque et l'exploitation qui devient de plus en plus importante en contexte de changement climatique. Et finalement, ce déséquilibre, il abîme progressivement nos ressources en eau souterraine. Donc elles sont extrêmement précieuses. Du coup, la pollution de ces eaux pose vraiment problème, puisqu'elles servent en fait de tampon l'été quand on n'a plus d'eau, qu'il n'y a pas eu assez de recharge. Et elles ont été, le stock d'eau complet qu'on a sous l'eau a en fait été rechargé sur un temps très très long, parce que l'infiltration se fait doucement. Donc en fait, c'est un petit peu comme une zone tampon qui nous permet de pallier un petit peu aux périodes de sécheresse. Donc il faut y faire très attention et non seulement faire attention à la pollution, mais aussi à l'exploitation et le faire de la façon la plus durable possible, puisque sinon après on a affaire à des problèmes de compaction des aquifères et de perte de stockage en eau. Pour finir, peut-être une question sur qu'est-ce que vous inspire cette histoire, ce combat? Qu'est-ce que vous avez envie de dire que je n'ai pas posé comme question? Peut-être deux choses. Peut-être la première, c'est qu'il y a une sorte de... Finalement, je pense qu'il faut vraiment repenser la hiérarchie des priorités. On a là, d'un côté, une ressource en eau vitale qu'il faut préserver pour des raisons évidentes. Et de l'autre côté, on a une exploitation d'hydrocarbures qu'on veut agrandir de façon assez marginale, alors qu'en fait, on a des accords de Paris qui ont été signés et une transition énergétique évidente à faire. Et du coup, ça pose vraiment la question de comment repenser la hiérarchie des priorités et comment aller se battre pour préserver ce qui est vital. Et peut-être la deuxième chose, c'est que je trouve que cette histoire est fabuleuse parce qu'elle met en avant la nécessité de travailler collectivement, c'est-à-dire les scientifiques, les services publics, les élus locaux, les habitants, les associations citoyennes. Et ça, c'est vraiment hyper important dans la construction de cette préservation de l'eau. Ok, merci beaucoup. Merci. Si vous avez des questions pour elle tout à l'heure, elle reviendra sur scène. Dans ce dossier, les hydrologues ne sont pas les seuls à être préoccupés. Parmi les communes situées aux alentours de la concession, l'inquiétude est tout aussi forte. Le maire de Villemer, Franck Beaufreton, sans étiquette politique, a envoyé en avril 2024 une lettre de mécontentement au préfet de Seine-et-Marne. Il a accepté de nous la transférer. Dans son courrier, l'élu local se dit défavorable au projet, comme la majorité de ses concitoyens, précise-t-il. Le fait d'accorder une telle extension représente des risques de pollution non négligeables pour les points de captage d'eau sur le territoire communal, ce qui rendrait cette eau impropre à sa destination et de fait à sa consommation, écrit Franck Beaufreton. Au téléphone, lorsque le maire de Villemer nous avait expliqué les motifs de sa mobilisation, il nous avait dit « On peut vivre sans pétrole, mais on ne peut pas vivre sans eau. À un moment donné, il serait temps de revoir l'ordre des priorités. » Jusqu'ici, Philippe Pont, le président de Bridge Energy, n'avait jamais voulu s'exprimer sur le fond du dossier dans Libération. Nous nous sommes croisés au tribunal administratif de Melun, nous nous sommes salués, mais Philippe Pont avait toujours refusé, toujours avec politesse, de répondre officiellement à nos questions. En le contactant une nouvelle fois dans l'optique de cette soirée, il a cette fois-ci accepté un entretien téléphonique. Avant notre interview, il a envoyé un dossier de presse rédigé par l'UFIP pour Union française des industries pétrolières.
L'UFIP est une organisation de lobbying. Les conclusions du dossier de presse commencent par cette phrase. Construire un nouveau modèle prend du temps. Au vu du rythme constaté de la transition, il est illusoire d'imaginer se passer de pétrole en 2045. Au téléphone, si Philippe Pon a assuré comprendre la contestation, il a néanmoins insisté sur son intention d'aller jusqu'au bout du projet. Je vous laisse l'écouter. Que les gens se mobilisent, bien évidemment, c'est leur droit le plus parfait de s'opposer, comme ils s'opposent aux bassines, comme ils s'opposent aux constructions des autoroutes, comme ils s'opposent aux constructions d'usines. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit, je peux comprendre, je comprends les gens, leurs arguments. Voilà, chacun a ses arguments. C'est une question, il faut en débattre de manière objective. Je pense que là, voilà, on n'a pas raconté d'histoire, on a dit les choses de manière très claire. On s'est inscrit dans une loi qui existe, qu'on nous laisse travailler jusqu'en 2040, comme on est autorisé à le faire. Voilà. Le patron de Bridge Energy explique également que l'enquête publique s'est conclue par un avis favorable à l'égard de son projet. Alors, pour ne perdre personne à ce moment du récit, récapitulons, ça peut être un peu technique. Tout à l'heure, j'ai mentionné l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale d'Île-de-France, avis plutôt négatif envers le projet. Cette instance est rattachée au ministère de la Transition écologique, mais regroupe des experts indépendants. L'enquête publique dont fait référence Philippe Pon, c'est autre chose. Cette enquête publique est engagée par le préfet et conduite par un commissaire enquêteur. Elle est obligatoire pour tous les événements susceptibles d'engendrer une modification de l'environnement. Dans cette histoire, l'enquête publique s'est déroulée à l'été 2023 et Philippe Pon dit vrai. Les conclusions du commissaire enquêteur vont dans son sens et indiquent que des travaux sur un site déjà existant ne peuvent être, je cite, remis en cause pour des questions environnementales. Pour information, l'autoroute A69, les méga-bassines de Sainte-Soline ou encore l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sont des projets qui avaient tous fait l'objet, à l'origine, d'un avis favorable à la suite de leur enquête publique. Devant la justice, c'est surtout l'avocate de Bridge Energy, Charlotte Michelet, qui prend la parole pour défendre le projet. Voici la retranscription d'une partie de mes notes prises durant une audience au moment où l'avocate résume la position de l'entreprise. On a le droit de faire ces travaux. Après, la question c'est, est-ce que ces travaux sont correctement encadrés? Oui. Dans ce dossier, les prescriptions adéquates, nécessaires, suffisantes, utiles sont prévues par l'arrêté. Si ce n'est de dire arrêtez tout, en fait, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Mais arrêter tout, ce n'est pas une option. On nous dit « Ah bah oui, mais il peut se passer quelque chose ». Il n'y a jamais eu aucune incidence, ni sur les eaux souterraines, ni sur les captages, ni sur le lunin, depuis plus de 12 ans d'exploitation. Jamais. Donc de quel risque on parle, si ce n'est juste un risque hypothétique qui n'est pas du tout démontré? Pascal Hoteling-Gaaus, maire non encarté de la Geneuvraie, commune localisée à environ 2 km de la plateforme, réfute l'argumentaire de Charlotte Michelet. L'homme a monté le collectif Non au forage pétrolier à 4 km de Fontainebleau. Lui aussi tenait à partager son ressenti auprès de Libération. En doublant ces forages, Bridge Energy double les risques, expose-t-il. Un risque reste toujours une éventualité, jusqu'à ce que le drame survienne. Mais ce risque n'est pas acceptable au nom d'intérêts privés. Lors de l'enquête publique de 2023, de nombreux citoyens sont venus voir le commissaire enquêteur pour témoigner de leurs préoccupations. La permanence du commissaire avait été installée dans la mairie de Nonville, petite maison aux murs roses et volets en bois, et haut lieu de ce village de 605 habitants. Toutes les observations ont été consignées dans le rapport final, et un seul n'est pas hostile au projet de l'entreprise. Les autres n'expriment que des craintes. J'avais envie de vous lire plusieurs observations formulées spécifiquement par les habitants de Nonville parce que c'est sur leur commune que la plateforme est installée. Ils sont en première ligne. Quelques exemples donc. Gérard et Martine Millard, la soixantaine, riverains depuis 30 ans. Opposés au forage supplémentaire qui augmentera les nuisances. Odeur nauséabonde qui empêche l'usage de la terrasse et imprègne même dans les maisons.
Route trop étroite pour le trafic de camions, prêt à aller au conflit, blocage, manifestation, mobilisation. Rémi Paris, 53 ans, installé dans la commune depuis le début des années 2000. Site industriel qui n'a pas sa place si proche de notre village. Les autorisations de l'époque n'auraient jamais dû être délivrées. Fréquence de camions augmentée, les odeurs sont toujours là, rien de changé et rien ne changera. Mireille Netto, 70 ans, non-villoise depuis une dizaine d'années, pense que c'est une aberration de s'obstiner à vouloir plus de puits si près des habitations. Aucune confiance dans la société Bridge Energy. Solidaire et présente à toutes les manifestations et procédures pour que le projet n'aboutisse pas. À Nonville, par 2 fois, le conseil municipal s'est prononcé sur le projet d'extension de la plateforme et par 2 fois, les membres ont voté à l'unanimité contre. Jean-Claude Belliot, le maire, est comme tous ses administrés très suspicieux à l'égard de ce projet. S'il l'est autant, c'est parce que Bridge Energy a connu 2 incidents depuis son arrivée sur la plateforme. 2 incidents qui n'ont pas impacté directement la ressource en eau, mais 2 incidents que le maire a gardés en mémoire. Jean-Claude Belliot est présent parmi nous ce soir pour nous raconter tout ça. Pour rappel, sa commune est partie intervenante dans le dossier juridique. Merci d'accueillir Jean-Claude Belliot. Bonsoir. Non, ça ne marche pas. On ne va jamais arriver. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, vous présenter? Vous êtes maire depuis quand, non-villois depuis quand? Alors je suis non-villois depuis 2000, fin septembre 2000 exactement. Je suis élu depuis 2006. Donc de 2006 à 2008, sur des élections partielles, j'ai été conseiller. De 2008 à 2014, premier adjoint au maire. De 2017, après, parce que j'avais fait une liste et malheureusement, je n'ai pas été élu. Mais 2017, la liste qui était passée a démissionné en masse et j'ai été réélu sans discuter. J'étais de nouveau premier adjoint au maire. En 2020, j'ai recandidaté, j'étais de nouveau premier adjoint au maire. Malheureusement, mon prédécesseur est décédé brutalement en janvier 2022 et j'ai été élu maire en mars 2026 et depuis je suis maire. Voilà. 2026, on est pas encore. Pardon. Le 26 mars 2022. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport avec la société Bridge Energy? Alors ça reste toujours des rapports tendus quand même. On peut le dire, ce n'est pas des rapports, à mon sens, bon, j'ai géré également une entreprise, j'ai travaillé, pas de chance pour eux, dans le domaine pétrolier. Voilà. Et dans la sécurisation, surtout sur le plan pétrolier. Voilà. Ce n'est pas les rapports qu'une entreprise et des élus ils doivent avoir, et surtout dans le milieu rural. Voilà. Encore, on a eu des échanges ces derniers temps, et encore vendredi, je ne vous en ferai pas part. Je garderai la discrétion, on réglera ça dans un second temps. Mais ce n'est pas acceptable. Depuis leur installation, avant qu'on parle des 2 incidents, depuis leur installation en 2009, je crois un des problèmes qui a surgi en premier, c'est le problème des odeurs avec l'hydrogène sulfuré, plus connu sous le nom de H2S, qui est un gaz incolore, qui est un composant naturel du pétrole, qui pue l'œuf pourri, on peut le dire. Je crois que c'est quelque chose dans ce genre-là. Tout à fait. Est-ce que ça s'est amélioré depuis qu'ils sont arrivés? Racontez-nous un peu. Alors, je vais quand même juste, permettez-moi, je vais synthétiser très très court. 2009, donc ils obtiennent la concession. 2010, ils déposent une autorisation de travaux soumis à enquête publique. Vous parliez tout à l'heure, les premières habitations à 250 mètres. Oui, c'était dans le dossier d'Elf Aquitaine dans les années 60. Ils ont repris les mêmes données, sauf qu'entre-temps, Elf Aquitaine avait fermé l'exploitation, n'était plus concessionnaire. Il y a eu des habitations de construits et la première habitation par rapport à la plateforme est à 140 mètres, mais pas 250 comme ça a été stipulé dans le dossier. Et de ce fait, donc, ça a été compliqué. Donc, il y a eu un avis favorable en 2010 pour la création de 2 plateformes, une à l'emplacement actuel au bord du chemin du Foulon et une sur un lieu-dit à l'extérieur du hameau. Derrière,
Ils se sont vraiment axés pour forer sur la plateforme aux abords du chemin du Foulon et à proximité de toutes les habitations, sauf qu'il n'y avait pas de chemin d'accès. Parce que c'est un petit milieu rural et on a une voirie qui n'était pas faite pour recevoir des camions. Donc ils n'avaient pas d'accès. Ça a été bloqué pendant 2 ans, jusqu'en 2012. En 2012, ils ont dû financer la route. Il n'y avait pas d'autre solution s'ils voulaient vraiment créer leur forage. C'est ce qui a été fait par le biais d'une convention qui n'a pas été respectée. Mais une fois de plus, ce n'est pas dramatique. Hein, j'en rigole, mais bon, c'est des détails. Et donc, ils ont foré. Quand ils ont foré, dans le dossier de demande d'autorisation de forage, il fallait savoir que ce n'était pas un balancier qui était prévu, c'était une pompe en fond de pluie, pour ne pas avoir les nuisances de bruit également et enfin, la gêne visuelle. Sauf qu'ils ont mis à balancier et très très vite après l'exploitation est apparu justement ce gaz H2S avec des odeurs nauséabondes qu'on subissait tous les jours, l'œuf pourri. Si vous vous souvenez, quand on était à l'école, les petites boules puantes, vous savez, ben c'est ça. Donc c'est vraiment, vraiment insupportable. On a subi ça pendant 10 bonnes années. Ça, plus ce fameux balancier. Donc le balancier, il y avait la gêne visuelle, mais il n'y avait pas que la gêne visuelle, il y avait le bruit de Roland. Toujours comme ça. Alors la nuit, quand il y a 25 degrés et que vous souhaitez dormir les fenêtres ouvertes, on est à la campagne, c'est fait pour, ben non, vous ne pouviez pas. Donc ils ont installé comme mur anti-bruit une rangée de ballots de paille sur une plateforme pétrolière. D'où un petit peu notre inquiétude déjà dans un premier temps de la paille sur une plateforme pétrolière, le non-respect du cahier des charges qui était soumis à enquête publique. Enfin voilà, le petit désordre a commencé à s'installer assez rapidement. Et puis le non-traitement de ces odeurs fait que voilà. Donc pour le traitement des odeurs aujourd'hui, on pourrait dire c'est réglé à 98%. Mon prédécesseur avait mis en place un relevé, donc hop, il faisait un relevé, le matin il passait, dans la journée il passait, il marquait je suis passé à 10h45, odeur, pas odeur, 11h, odeur, voilà. Mais ça n'a jamais abouti. Il bricolait un petit peu des filtres, des machins, ça n'a jamais abouti. Moi, quand j'ai été élu maire, j'ai dit je vais continuer ce que mon prédécesseur faisait. Je suis convaincu que c'est la bonne chose qu'il faut faire. Et je marquais. Et j'ai fait autre chose de différent, tout simplement. Vu que l'exploitation pétrolière est régie par les services de l'Adriat, j'ai dit je ne vais pas envoyer qu'au service de l'Adriat. Et je ne vais pas envoyer au sous-préfet ou au préfet non plus. Je n'ai pas à les polluer avec ça. Nous, on subit, j'envoie au service de l'Adriat, j'envoie à l'entreprise. Juste pour dire, l'Adriat, ça parle peut-être pas à tout le monde, c'est la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. C'est un service déconcentré de l'État. Voilà. Donc, chose que j'ai fait, j'envoyais tous les mois, j'envoyais un rapport. Tous les mois, avec tous les jours, telle odeur, de telle heure, voilà. Et là, ils ont mis en place quand même un système de traitement qui fonctionne. On peut le dire quand même, il faut le noter, il faut savoir dire quand ça fonctionne ou quand ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça fonctionne maintenant avec 2 forages supplémentaires, enfin un forage producteur supplémentaire. Une fois de plus, est-ce que ce système de traitement sera assez dimensionné pour traiter les gaz? S'il y a de nouveau des gaz, il y a toujours la crainte. C'est ce qu'on avait évoqué également dans l'enquête publique pour ces 2 forages, à laquelle on n'a pas obtenu de réponse. On nous a dit qu'il y a un dispositif existant. Point. Ça suffit. En 2013, donc il y a cette peur-là de se retrouver à nouveau avec des odeurs d'œufs pourris, mais il y a aussi cette problématique des hydrocarbures qui pourraient s'épandre dans l'environnement. Il y a eu 2 fois, à 2 occasions, il y a déjà eu ça. En 2013, la première fois, donc je résume et ensuite vous allez nous expliquer les détails, mais en 2013, il y a un camion citerne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait déversé accidentellement une partie de sa citerne qui contenait des traces d'hydrocarbures sur les petites routes traversant nos villes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la suite de l'histoire ? Alors, ce n'est pas un camion citerne, c'est un camion qui était venu pour faire des opérations de maintenance. Ce camion comporte des bacs de rétention, quand il remonte les tiges et tout ça, pour aller dans le fond de puits. Et systématiquement, il y a des petits écoulements et tout. Donc, dans ces bacs de rétention, avant de reprendre la route, ces camions-là sont tenus de vider leurs bacs de rétention. Donc, il y a un petit robinet, on aspire, on nettoie, on rince, enfin, on fait ce qui doit être fait. Sauf qu'il y a eu un oubli où ça n'a pas été fait intégralement. Donc, quand ce camion est reparti de la plateforme, donc il a emprunté nos voiries communales, puis après les voiries départementales, sauf que ce robinet était resté ouvert et les bacs de rétention n'étaient pas vides.
Donc de la plateforme jusqu'aux voiries départementales, nous avions une petite bande comme un robinet ouvert, vous savez, et puis vous tournez, ça s'éclabousse de ces eaux de gisement avec des hydrocarbures qui étaient répandus sur notre voirie communale. Donc mon prédécesseur et moi-même, on avait pour habitude de faire un tour régulièrement ensemble dans la commune pour voir ce qui se passe, ce qui va pas. Et là, on arrive rue de la Vallée, on sort de la voirie départementale, on rentre sur notre voirie communale, et là, on voit une trace d'hydrocarbures tout le long, sur 1,5 km allant jusqu'à la plateforme. Donc tout de suite, première réaction, on appelle monsieur Philippe Pont, qui vous a été présenté tout à l'heure, le président directeur général. Et il dit oui, il dit mais mon employé, il n'est plus sur la plateforme, il est parti. Oui, mais enfin, nous, on ne peut pas laisser ça. S'il y a un petit peu d'hydrocarbures, une moto, un vélo qui glisse dessus, l'accident, enfin voilà. Et puis même, on ne peut pas laisser ça au sol. S'il pleut cette nuit, aujourd'hui, nous, on n'a pas de collecteur et on n'a pas de traitement sur les eaux de ruissellement et les eaux pluviales. Ça part directement à la rivière et les risques que vous avez entendus tout à l'heure, on était vraiment dans ces risques imminents, quoi. Donc, il nous a dit, je peux pas. Donc 2013, on reste comme ça. Donc mon prédécesseur a tout de suite, avec moi-même, on a réfléchi. Donc on a appelé les services des pompiers pour récupérer des sacs d'absorbants. Vous savez, quand il y a un accident, la petite poudre orange que vous voyez au sol, on a été chercher une quantité de sacs absorbants. Moi-même, je suis frère d'exploitants agricoles. On a des panneaux pour les routes glissantes. Quand des fois on salit les routes, nous on signale. Voilà, on est bien éduqués. Et donc j'ai été chercher les panneaux, on a mis la signalétique, on a répandu l'absorbant sur tout le linéaire. Et ce n'est que le lendemain, avec le constat de la gendarmerie, que la société à l'époque qui s'appelait Bridgeol et pas Bridge Energy a mis les moyens, donc a fait venir une balayeuse, un gars au Karcher pour pousser tout, laver et puis aspirer le plus gros qui pouvait être récupéré. Voilà. Cet incident a été géré d'une manière, je dirais, anormale. S'il y avait eu un orage pendant la nuit, ça aurait été catastrophique. Un orage pendant la nuit, c'est-à-dire de la pluie qui aurait du coup, si ça n'avait pas été lavé, la chaussée n'aurait pas été lavée, ça aurait ruisselé voilà, dans l'environnement, potentiellement le Lunin, je ne sais pas exactement les routes. Le Lunin. Voilà. Pour terminer, on va parler de l'autre incident qui s'est passé en 2022. Alors je le résume très vite et pareil, là vous me direz ce qui s'est passé ensuite concrètement quand... il y a peut-être que tout le monde ne maîtrise pas bien, moi non plus, je ne maîtrisais pas très bien comment fonctionne une plateforme pétrolière, mais il y a un puits injecteur et un puits producteur. Le puits injecteur permet de mettre de l'eau, de faire descendre de l'eau à haute pression pour ensuite pouvoir faire remonter le pétrole par le puits producteur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le puits injecteur, il y a eu une rupture de joint, et donc cette eau qui devait redescendre, elle s'est étalée sur la plateforme. C'est une eau chaude à 68 degrés, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est en fait un peu souillée aux hydrocarbures. C'est pas, quand l'eau remonte dans l'autre sens, elle est mélangée aux hydrocarbures et il y a un séparateur au bout qui sépare le pétrole de l'eau. Donc normalement, la plupart du pétrole n'est plus dans ce puits injecteur. Mais bon, il y a encore des résidus d'hydrocarbures. Philippon a accepté d'ailleurs de nous donner le document qui résumait un peu cet incident, et il parle d'eau souillée aux hydrocarbures. Donc cette eau, voilà, est arrivée sur la plateforme, et ensuite... Alors, je vais relater assez rapidement, je vais essayer. Donc le 7 octobre 2022, enfin le 6 octobre, il y a une intervention sur une ligne d'injection. Donc la ligne d'injection, c'est je vais schématiser, c'est les tuyaux avant que ça parte dans le puits injecteur. Il y a une intervention, il change un joint, une vanne, enfin voilà. Est-ce que c'est une entreprise aujourd'hui qui est intervenue, qui était compétente, qualifiée, assermentée, normée pour le faire? On ne sait pas le dire parce que déjà le rapport d'incident ne le dit pas. Donc ça, c'est une inquiétude. Ayant travaillé dans le milieu, je peux vous dire que ce n'est pas le plombier du coin qui a le droit d'intervenir sur ce genre de ligne. Voilà. Et pour autant, le plombier peut être compétent. Je ne veux pas dire que le plombier n'est pas compétent, qu'on soit bien d'accord. Donc cet incident est arrivé le lendemain matin, le 7 octobre à 0h31. Le dispositif mis en place, normalement, quand il y a une chute de pression, s'il y a une rupture d'un joint ou autre, donc normalement tout devait se couper. Est-ce que ça s'est coupé ou coupé tardivement? Il y a certainement eu un dysfonctionnement aussi, qui n'est pas très clair dans le rapport d'incidence. Le technicien a été appelé, parce que l'alarme l'a appelé sur son téléphone, sauf qu'il n'a pas entendu son téléphone. Donc le technicien de la plateforme, arrivant vers 7h30, 8h moins le quart du matin, et constate que la plateforme elle était totalement inondée de cette eau de gisement.
Alors quand je dis de l'eau de gisement, c'est pas de l'eau potable, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est de l'eau salée avec plein de bactéries, enfin voilà, qui se développent dès l'instant qu'on remonte en surface. Et il reste un tout petit peu d'hydrocarbures quand même dedans, voilà. Hein. Et donc tout ça s'était répandu. Mais moi, je l'ai su en tant que maire que dans la matinée, des riverains m'appelaient, c'est quoi ces odeurs sur la plateforme, monsieur le maire, hein. Étant pris par des réunions, et même si je suis relativement disponible, et 11h45, mon premier adjoint m'a dit, Jean-Claude, avant de partir, on monte voir ce qui se passe là-bas. Donc on part à la plateforme, et là on arrive de l'eau de gisement, je constate de l'eau de gisement, je vois le technicien, bah, gentil comme tout, hein, il est pour rien, hein, ce pauvre monsieur. Je constate de l'eau de gisement, bon, bah, ok, je vois des entreprises qui bricolent, qui essayent d'aspirer, enfin voilà, je dis donc c'est pris en main. Bon, je dis mais quand même, j'ai pas été informé, manque de correction, voilà. Et entre-temps, m'arrive aussi petite vidéo, où c'est que cette eau à 67-68 degrés, quand elle est tombée sur la plateforme en octobre, vous avez un sol qui est à 10, 12, 14 degrés, systématiquement condensation, gouttelettes en suspension, brouillard, et les odeurs transportées dans ce brouillard. Donc beaucoup de riverains m'appellent dans l'après-midi et tout, très très inquiets. Mais à 14h, j'avais quand même appelé les services de l'Adriat, savoir s'ils étaient informés de ce qui s'était produit et savoir s'il y avait un risque quand même pour la population. Les services de l'Adriat me disent, monsieur le maire, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, j'ai pu voir ça de la bord du chemin du Foulon, mais vous n'en savez pas plus? Non, 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 on ne nous a rien signalé encore à cette heure-là. C'est quand même... Hein, bon. Donc moi, je récupère la vidéo aussi fournie par les administrés, tout ça, je revisionne tout ça, je dis, bon, c'est quand même c'est pas rien ce qui vient de se passer. Et puis, bon, ça va très vite dans la communication, les journalistes appellent Monsieur Pont. Monsieur Pont, 18h, m'appelle. Je ne vous dirai pas les termes qu'il a employés, l'incorrection qu'il a eue envers les journalistes et son approche qui était inadaptée. Je me réserverai de ne pas le communiquer. Néanmoins, je lui ai dit, vous vous rendez compte, 18 heures se sont écoulées. Et c'est parce que les journalistes vous ont appelé pour savoir ce qui se passait que vous m'appeliez. Sinon, je n'aurais même pas été contacté en tant que maire. Y avait-il des dispositions, des dispositifs à mettre en place? Je ne le sais même pas à ce jour. Néanmoins, dans la continuité de cet incident, dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu plusieurs courriers d'administrés très inquiets par rapport aux substances qu'ils auraient pu respirer transportées dans ces gouttelettes. J'ai fait mon rôle d'élu. J'ai envoyé un petit courrier à la sous-préfecture, en relatant tout. De toute manière, ils étaient au courant après, hein, à l'agence régionale de la santé et au service de l'Adriat. Oh, je vais quand même rigoler. J'ai oublié un truc. Vous savez ce que j'ai oublié? J'ai oublié de fournir un petit courrier avec un timbre dessus pour avoir la réponse. Permettez-moi. J'en rigole pas, hein. Ça me prend beaucoup, mais ils ne m'ont jamais répondu. Ils ne m'ont jamais répondu, les services, à ce sujet-là. D'où notre inquiétude. C'est-à-dire que, à notre sens, plus il va y avoir d'exploitation sur ce site, les risques vont faire que d'augmenter. Nous avons des voiries inadaptées à un endroit où les camions passent, il y a des habitations, et entre les habitations, il y a 3,30 m, sans visibilité. C'est-à-dire que si deux camions arrivent face à face, il faudra faire le choix qu'il y en ait un des deux qui recule, qui soit bien guidé, et que tout se passe bien. Voilà. Donc moi, ce que je tenais particulièrement à dire, c'est qu'on ne s'oppose pas pour s'opposer, basiquement, simplement, c'est non-pétrole. C'est-à-dire que quand j'ai été élu maire, j'ai changé un mode. J'ai créé une commission environnement au sein du conseil municipal, avec des membres extérieurs de la commune également. J'ai laissé la possibilité à la société Bridge Energy de faire 2 réunions publiques. Je leur ai mis gratuitement la salle à disposition. Et je le referai encore demain. Parce que je pense, et j'en suis convaincu, qu'il faut s'exprimer. Ils ont la liberté de s'exprimer et on a le choix de décider après. Mais pour ça, il faut leur laisser le choix et la possibilité de s'exprimer. Cette commission environnement, à chaque fois qu'ils ont présenté leur projet dans notre salle polyvalente, s'est réunie à plusieurs reprises, a porté ses inquiétudes, a fait des comptes rendus, et le conseil municipal de Nonville n'a pas délibéré parce que monsieur le maire disait « il ne faut pas qu'on accepte ça ».
On a tous délibéré à l'unanimité à chaque reprise par rapport au travail de la commission environnement. Et ce que je tiens à dire, on a vraiment délibéré à l'unanimité. Ce qui est très important, ce qui prouve bien que les risques sont bien présents, l'inquiétude est bien présente, et il faut vraiment préserver notre petit village. C'est un petit village quand même, je tiens à le dire, il y a une rivière de première catégorie qui se trouve à 150 mètres, des habitations à 140 mètres, un centre équestre à 80 mètres qui accueille 80-100 enfants, un stockage de paille et foin qui est à 70-80 mètres, qui a 5000 mètres cubes de stockage de paille. Il y en a un autre à 500 mètres qui doit être de l'ordre de maintenant 7-8 000 mètres cubes. Voilà. Enfin, comment aujourd'hui on peut encore, je dirais, permettre ce genre de développement avec tous les risques que ça comporte? Ça sera la question de conclusion de fin? Oui. Très bien. Ok. Merci pour tout. J'ai pas été trop long. Non, enfin, c'était parfait. Merci beaucoup. Crainte d'une contamination des eaux superficielles et des nappes souterraines, gêne liée aux odeurs, inquiétude de respirer de l'air pollué, incompatibilité du projet au regard de l'urgence climatique, la liste des griefs est conséquente. Il y a un autre point majeur que je n'ai pas encore évoqué, celui de la biodiversité. Les opposants au forage soutiennent que l'autorisation préfectorale ne garantit pas la protection de la faune et de la flore vivant tout autour. Qu'aucune évaluation concrète n'a été réalisée sur les impacts du projet sur ce point. La vallée du Lunin abrite plusieurs espèces protégées, dont le maintien de la population est d'ores et déjà très fragile. Vous allez certainement découvrir que vous ne connaissiez pas, moi je ne les connaissais pas tous. Loge de rivière, bouvière, lamproie de planaire, renoncule à segments étroits, renoncule en pinceau, huppe, faciès. Dans son avis d'avril 2023, l'autorité environnementale d'Île-de-France signale que Bridge Energy n'a pas conduit d'études d'incidence sérieuses quant à l'arrivée de nouveaux puits de pétrole sur la vie sauvage environnante. Si les vibrations, les odeurs, les bruits, les menaces de pollution associées à la plateforme préoccupent les humains, pourquoi le risque de perturber les écosystèmes serait-il nul? Cette prise en compte insuffisante des enjeux de biodiversité vient justement d'être reconnue par la justice. Dans une première décision, rendue le 30 janvier dernier, qui nous en reparlerons plus tard, est loin d'avoir clos ce dossier, les magistrats du tribunal administratif de Melun ont jugé que l'autorisation préfectorale délivrée à Bridge Energy était entachée d'illégalité sur 3 points. Et le premier point concerne en effet les impacts sur les écosystèmes. Alors que dit le tribunal précisément? Qu'à l'heure actuelle, les potentiels effets néfastes du projet de forage sur la faune et la flore n'ont pas correctement été expertisés, notamment sur les espèces protégées. Dit autrement, le patrimoine naturel du secteur n'a pas été assez pris au sérieux. Cette décision du 30 janvier était importante parce que c'était la première fois que les juges du tribunal administratif de Melun se prononçaient sur le fond de l'affaire. Et la négligence du projet de Bridge Energy vis-à-vis de la biodiversité n'est pas le seul problème que les magistrats ont soulevé dans cette décision. Il y a 2 autres points qui, selon eux, rendent l'autorisation délivrée à Bridge Energy en l'état illégale. Le deuxième point concerne les dispositions prises pour limiter les risques de pollution des eaux, de l'air et des sols. Les magistrats ne considèrent pas, contrairement aux requérants, que l'entreprise doit revoir absolument toute sa copie sur le sujet, mais ils font remarquer qu'un dispositif est 100% hors des clous, celui du fossé périphérique. Alors de quoi parle-t-on? Un fossé périphérique, on le creuse en fait tout autour d'une plateforme
pour récolter les résidus d'hydrocarbures en cas d'incident. Sur le site de Nonville, ce fossé existe. Il fait 440 mètres de long. Le gros problème, c'est qu'il n'est pas imperméabilisé. Dans l'état actuel des choses, il ne permet donc en rien la protection des sols et n'empêche pas le ruissellement de fuites de pétrole dans l'environnement. Nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler avec Jean-Claude Belliot tout à l'heure, mais lors de l'incident de 2022, une petite quantité d'eau chaude souillée a atteint ce fossé périphérique. Interrogé sur ce point, Philippe Pont, le président de Bridge Energy, nous a assuré qu'aucun carottage des sols ne lui avait été demandé pour mesurer les éventuels impacts à proximité du fossé. Troisième irrégularité soulevée par le tribunal administratif de Melun, les garanties financières de l'entreprise. Pour le moment, disent les juges, la société Bridge Energy n'a pas démontré qu'elle pourra assurer le coût de la surveillance de la concession et du maintien en sécurité des installations. Et surtout, qu'elle sera capable, financièrement parlant, de faire face en cas d'incident avant ou après la fermeture du site. Négligence de l'évaluation des risques pour la biodiversité locale, fossé périphérique faussement protecteur, flou des garanties financières. Voilà les 3 illégalités de l'arrêté préfectoral autorisant le projet de Bridge Energy, selon les juges du tribunal administratif de Melun. Dans leur décision du 30 janvier 2025, les magistrats écrivent qu'il laisse désormais 10 mois à la compagnie pétrolière pour tenter de régulariser ces 3 points. Points sur lesquels est revenu Philippe Pont lors de notre interview par téléphone. Nous l'écoutons. Bon, on a pris acte de la décision. Donc ces 3 actions sont en route. On nous a donné jusqu'au mois d'octobre pour les réaliser. Réaliser, c'est pour l'étude d'impact, le complément d'étude d'impact qu'on doit produire sur les espèces protégées. Donc là, on a passé un contrat avec un bureau d'études environnementales pour faire ce complément d'études et ils ont déjà commencé leur travail depuis le début du mois. Voilà. Le fossé périphérique, lui, les travaux vont être faits d'ici le mois de mai puisqu'on avait 3 mois pour le faire. Les travaux de d'étanchéité du fossé, c'est-à-dire en fait la pose d'un liner comme dans une piscine, c'est un peu la même chose. Et puis la troisième chose, les garanties financières. Les garanties financières, l'administration est en train de faire un arrêté complémentaire pour, en accord bien évidemment avec nous, pour déterminer le montant des garanties financières. Ça, c'est des choses qu'on est actuellement en train de débattre avec l'administration, d'en fixer les montants. Voilà, donc c'est même pas encore arrêté, mais on le fait. Et le préfet va faire un arrêté. Voilà. À l'automne prochain, l'affaire de Nonville pourrait donc prendre un tournant crucial. Pour parler de cette échéance et de ce chapitre juridictionnel, j'aimerais vous présenter une personne qui en connaît un rayon sur les projets contestés devant la justice pour des raisons écologiques. Il est porte-parole de l'association Biodiversité sous nos pieds, spécialiste en droit de l'environnement et maître de conférences en droit public à l'Université Grenoble-Alpes. Merci d'accueillir Dorian Guinard. Prends lequel ? Le noir ? C'est enregistré ou pas là-dessus? Comment ? Moi je peux crier hein, en vrai. Donc si vous m'entendez comme ça, tout le monde m'entend ou pas? Ouais. Oui. Ah, j'ai crié. Alors je viens de le dire, la décision du 30 janvier, elle met en évidence 3 illégalités dans ce dossier, mais elle permet quand même à Bridge Energy et à la préfecture. C'est enregistré ? Ok. Alors je vais crier dans le micro. Hein. Oui, je pense que c'est bon là, non ? Elle permet à l'entreprise Bridge Energy de rectifier le tir un petit peu par rapport à ces 3 points-là. Au regard de votre expérience dans ce genre d'affaires, est-ce que ces différents points peuvent effectivement être rectifiés en 10 mois ? Alors, bonsoir tout le monde. Je ne vais pas faire la boule de cristal, je vais vous donner mon analyse en sachant que moi je ne suis pas du tout parti au dossier, que j'ai un œil totalement extérieur et que j'ai travaillé sur un certain nombre de documents qui me permettent d'avoir un avis
qu'on va appeler un petit peu éclairé, mais pas plus que ça. Donc ce que je dis n'a pas de vocation à être ce qui va arriver, quoi. Sur le premier point, c'est-à-dire l'imperméabilisation du fossé, alors c'est plutôt bien parti, comme ça a été rappelé juste avant par le président de la société d'exploitation, parce que le tribunal a prescrit, donc il a enjoint l'entreprise de faire cette imperméabilisation. Donc ils ont commencé déjà les travaux, donc ce ne sera pas a priori un point juridique, on va dire, véritablement important qui sera régularisé. Parce que c'est important aussi de noter, alors je suis désolé de faire beaucoup de techniques, hein, je vais en faire au tout début, puis après je serai on va dire plus évasif. Mais là, il faut vraiment faire du droit pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Ce sont des illégalités régularisables qui ont été évoquées par le tribunal administratif, donc ça n'implique absolument pas la fin du dossier, on va en rediscuter tout à l'heure. Donc premier point sur le fossé, a priori ça pose pas trop de soucis. Deuxième point sur les garanties financières, pareil, pas besoin de s'apesantir très longuement. À mon avis, l'entreprise apportera ce que la préfecture attend et ce sera régularisé. Troisième point, et là c'est quand même très compliqué. Hein. Est-ce que c'est possible de monter un peu le micro vers la bouche? Là c'est mieux? Ouais. Ah oui, c'est mieux, je m'entends mieux. Troisième point, c'est sur la biodiversité. Alors, la biodiversité, c'est quelque chose qui est toujours extraordinairement résiduel dans les appréhensions à la fois des préfectures et des pétitionnaires. Et alors là, le pétitionnaire, on va dire qu'il a été, alors je vous laisse le choix des mots, mais à minima imprudent. Moi, je dirais inconséquent hein, au regard du patrimoine écologique, et je pense que ça va avoir les conséquences que je vais décrire tout de suite. Quand on prend, de façon, on va dire, même livresque, hein, quand on prend l'étude d'impact, quand on prend les dossiers qui renseignent sur le patrimoine écologique du site, qu'en plus de ça, moi je connais un tout petit peu, parce que je suis passé en vélo l'année dernière dans le cadre de la grille vélo tour de biodiversité sous nos pieds, donc je vois un petit peu ce qui se passe quand on y est resté. Il y a aujourd'hui une véritable problématique sur les espèces protégées qui n'ont été quasiment pas du tout relevées dans l'étude d'impact. C'est pour ça que moi je me dissocie totalement de l'enquête publique hein, que vous avez évoquée tout à l'heure sur l'absence d'impact environnemental. Il y a un impact environnemental qui est un impact environnemental biodive là-dessus, mais qui est encore une fois hein, oublié par de très grands pétitionnaires. Sainte-Soline, c'est exactement ça. Hein. Sainte-Soline, et on l'a rappelé pendant 3 ans, il y avait un oubli de la biodiversité protégée et la Cour administrative d'appel de Bordeaux a souligné ça. On commence à être quasiment dans le même cas que Sainte-Soline hein, là-dessus. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? C'est pour ça que d'ailleurs que le tribunal administratif de Melun a donné 10 mois pour réaliser un inventaire complémentaire, c'est dans l'injonction hein, de la décision, pour réaliser un inventaire à la fois faunistique et floristique. Et vous avez montré tout à l'heure, c'est très intéressant, des photos de différentes espèces protégées. Moi, quand j'ai regardé l'inventaire qui avait été fait dans la SNIEF du Lunin, par exemple, je n'y ai pas trop vu, notamment de chauves-souris. C'est assez étrange parce que c'est un lieu qui peut être totalement propice aux chauves-souris. Il y a évidemment, je n'ai pas fait d'inventaire précis, mais je pense qu'il y a des batraciens sur ces zones-là, en termes d'impact notamment des travaux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'inventaire qui est en train d'être réalisé, hein, M. Pont l'a rappelé tout de suite, je suis quasiment sûr, j'ai pas encore une fois la boule de cristal et j'ai pas raison à 100%, mais je suis quasiment sûr qu'on va trouver des espèces protégées du type batracien ou autre, comme on les a vues là. Donc qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Et là, je suis désolé, mais on va faire un tout petit peu de droit. La première chose, c'est que la taxinomie, c'est-à-dire l'ensemble du répertoire des espèces, et pas que des espèces protégées, il est de fait très lacunaire. Typiquement sur une espèce protégée qui est assez connue, qui est le sterne pierre-garin, la dernière observation date de 2003. Donc c'est-à-dire qu'il y a 22 ans que ça a été vu, il n'y a pas eu de mise à jour depuis. Donc si on commence à faire des vraies mises à jour comme ça va être en train d'être fait, je suis sûr qu'on va trouver beaucoup d'avifaune protégés sur le site. Et là, pour faire du droit, alors je vais essayer de le faire de façon ludique, hein, donc je vais faire différentes étapes, et puis si vous ne comprenez pas, de toute façon tout à l'heure il y a des questions-réponses, je reviendrai dessus. Moi je pense qu'il va se passer, c'est qu'on va voir que les travaux vont avoir un impact assez considérable sur les habitats de certaines espèces protégées, voire même la destruction de certaines espèces protégées. Donc ce qui va devoir rentrer en jeu, c'est des mesures prises par le pétitionnaire d'évitement et de réduction pour ne pas détruire de façon importante les habitats ou des spécimens, ce qu'on appelle des risques suffisamment caractérisés. C'est-à-dire que les travaux vont devoir engendrer des risques insuffisamment caractérisés pour pas, et c'est la grande étape, pour pas qu'il y ait de dérogation espèces protégées. Parce que si les travaux ne permettent pas, les travaux d'évitement et de réduction, hein, ne permettent pas d'éviter des risques suffisamment caractérisés, alors il faudra une dérogation espèces protégées, comme pour Sainte-Soline éventuellement, ou comme pour la 69. Et là, ce qui se joue, c'est très important, parce que s'il faut une dérogation espèces protégées pour ce type de projet, il va falloir réunir 3 critères.
pour que cette dérogation espèce protégée, il y en a 3, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais il y en a une, enfin il y a un critère que vous connaissez tous maintenant, c'est le critère qui a fait défaut à la 69, c'est qu'il faut une raison impérative d'intérêt public majeur pour pouvoir détruire des espèces protégées. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle où les trajectoires de baisse des gaz à émissions d'effet, enfin les trajectoires de baisse des gaz à effet de serre français ne sont pas vraiment dans les clous, si on en croit le CITEPA, qui a rendu son analyse hier. Je ne suis pas tout à fait sûr que le fait de forer encore, même pour 16 000 tonnes sur la globalité du projet, soit constitutif d'un motif d'intérêt général au sens de la dérogation espèces protégées. Donc ce qui est important pour compléter ce que tout à l'heure a été dit par l'avocat de l'entreprise, c'est-à-dire que la légalité, a priori, sur le code minier, peut-être qu'elle a été respectée, la légalité sur le code de l'environnement, qui sont des législations indépendantes, je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle ait été respectée, et même, je peux même m'avancer un tout petit peu, si on doit parier chez les bookmakers, je pense qu'elle n'a pas été respectée. Sur la question de l'eau, dans la décision, c'est clairement pas central. Les magistrats n'écrivent quasiment rien, quasi aucune ligne sur ce sujet. Est-ce que ça vous surprend, sachant que c'était quand même un peu au cœur de la requête déposée par Haute-Paris, est-ce que ça vous surprend, ça, qu'au final les magistrats ne parlent pas beaucoup de l'eau? Ça me surprend, mais pas tant que ça, en fait. C'est une question qui est quand même abordée dans la décision. Ils ont estimé que la législation avait été respectée. Ils n'ont pas trouvé de moyen d'illégalité, donc de fait, ça n'a pas été beaucoup développé. Donc non, ça me surprend pas plus que ça. La décision sur l'espèce d'absence de sacralisation de l'eau dans les raisonnements des juridictions, elle est parfois vraie, elle est parfois pas du tout vraie. Moi, cette affaire me fait penser, par rapport à la question de l'or bleu, que vous avez évoqué tout à l'heure, à une affaire qui a été jugée il y a 18 mois par le tribunal administratif de Strasbourg sur le stockage de déchets hautement toxiques mais non radioactifs qui pouvaient avoir potentiellement un impact sur voire la plus grande nappe phréatique d'Europe, qui est la nappe d'Alsace, et avec un projet de stockage de déchets à 500 mètres du lieu, et le projet a été suspendu pour le moment, d'ailleurs pour un fondement juridique très intéressant, c'est avec une mobilisation de la charte de l'environnement et du dernier alinéa, et c'est à ça que ça me fait penser, c'est-à-dire une approche très casuistique des juges, dossier par dossier, donc au cas par cas, sans avoir aujourd'hui de mouvement homogène sur une sacralisation de l'eau qui n'existe pas. Vous m'aviez confié, quand on avait préparé ce spectacle, que Nonville vous faisait penser à une autre affaire, celle de l'A69. Donc l'A69, c'est le projet d'autoroute entre Toulouse et Castres qui vient tout juste d'être annulé par le tribunal administratif de Toulouse. Pourquoi vous faites ce rapprochement entre les deux dossiers ? Je fais ce rapprochement avec les deux dossiers parce que quand on regarde le contexte environnemental, pour moi, ces dossiers, ces affaires appartiennent à un temps passé, celui où le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité n'étaient pas vraiment rentrés dans la triste réalité qu'est la nôtre aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est un peu des projets qu'on appelle, c'est toujours l'expression anglaise du business as usual, donc le monde à la papa avant, quoi, en gros, versus le monde aujourd'hui qui tend à préserver des impératifs environnementaux. Et encore une fois, on va revenir sur la question de la biodiversité et le traitement juridique de la biodiversité. C'est quand on veut détruire la biodiversité protégée, il vous faut un motif d'intérêt général extrêmement substantiel. Et ce projet, il est aussi intéressant quand on le remet en perspective dans le contexte juridique aujourd'hui. Il y a une décision qui est très importante, qui a été assez peu médiatisée l'année dernière. C'était en juillet 2024 du Conseil d'État. Et le Conseil d'État a dit cette chose assez importante. Il a dit que l'administration peut tout à fait refuser des permis ou des recherches d'exploitation d'hydrocarbures pour un motif d'intérêt général. Et ce motif d'intérêt général, c'est celui de la limitation de la production des gaz à effet de serre et donc de la limitation de la consommation des énergies fossiles. Et Wolfgang l'a rappelé tout à l'heure de façon très, très pertinente, c'est-à-dire que je ne comprends pas, moi, encore une fois, quand on regarde les baisses très relatives des trajectoires de la France en 2024 par rapport à 2023. Peut-être qu'on peut du coup dire ce que c'est. La baisse, normalement on est censé, pour respecter notre trajectoire et atteindre la neutralité carbone en 2050, baisser de moins 5% les émissions de gaz à effet de serre chaque année. Il y a 2 ans, on était à 5,8, donc là, Emmanuel Macron et tous ses ministres étaient très contents. Et cette année, on est à moins 1,8, donc on est complètement retombé dans nos travers.
Voilà, et on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Voilà, petit aparté. Non, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Et le 5,8 en baisse, il était pour une très grande partie conjoncturel et pas structurel. Et donc du coup, moi, il y a une certaine monotonie à évoquer tous ces dossiers, parce que ça prend de l'énergie aussi, enfin tous les gens qui s'investissent, c'est de l'énergie qui est mise dans des dossiers qui appartiennent à un temps passé, et je pense que la 69, de ce point de vue-là, est un dossier extraordinairement symbolique, c'est-à-dire qu'il casse un petit peu cette spirale d'un monde à la papa, alors c'est très genré ce que je dis, hein, mais c'est le monde d'avant, en gros, et que c'est important de voir qu'aujourd'hui, y compris dans la tête des formations de jugement, la biodiversité n'est plus résiduelle, mais prend la place qui est la sienne, c'est-à-dire une place législative totalement consacrée. Pour terminer, peut-être juste une question sur ce qui peut se passer dans 10 mois, même si, alors avec les questions de biodiversité, certainement que ça ne va pas arriver, enfin si on vous écoute, mais vous n'êtes pas une boule de cristal. Si dans 10 mois, les juges disent oui, bon, vous avez rectifié le tir sur nos 3 points, est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Pas du tout. Voilà. Alors, pas du tout la fin. Déjà, on va quand même attendre l'étude d'impact complémentaire pour voir s'il y a des risques suffisamment caractérisés qui ne peuvent pas être évités. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important, parce que sinon, ça relance toute une machine juridique beaucoup plus complexe pour le pétitionnaire que ce qui peut être évoqué en ce moment. Donc, si le tribunal administratif estime tout de même qu'il n'y a pas de problème au niveau de la biodive et qu'on peut y aller, il y aura, je pense, nécessairement un appel. Il peut y avoir aussi une demande de la part des parties d'un sursis à exécution du jugement qui autorise la reprise des travaux. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? La 69, tout le monde l'a en tête. La 69, ça a été un jugement qui a annulé l'autoroute et l'État a fait appel de la décision du tribunal administratif, mais il a aussi demandé à la Cour administrative d'appel de suspendre l'exécution du jugement. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent continuer les travaux, donc ils veulent suspendre l'annulation. Donc ça dépend uniquement après du pouvoir discrétionnaire des cours d'appel, administratifs d'appel. Donc là, vous pouvez faire la même chose, mais en sens inverse. C'est-à-dire que si le tribunal autorise la reprise des travaux pour faire le forage, les parties défenseuses de l'environnement peuvent demander de surseoir à l'exécution le jugement en question, parce qu'il y a des gros doutes sur la légalité de l'autorisation préfectorale. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que je pense que pour ce type de projet, mais comme à la thèse de Buch, alors la thèse de Buch, tout à l'heure, vous l'avez bien mentionné, c'est exactement les mêmes problématiques, c'est quand même là où tout avait cramé il n'y a pas très longtemps. Hein. On est aussi, au-delà du droit, dans une symbolique qu'il convient d'avoir en tête. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est que je pense que ces dossiers-là, qui sont des dossiers qui dépassent uniquement le cadre géographique circonscrit de Nemours et de sa région, sont des dossiers qui vont aller en Conseil d'État, parce que les associations, à mon avis, auront raison d'aller en Conseil d'État si elles perdent aussi en cours administratif d'appel. Et donc la cassation étant non suspensive, on verra si les travaux peuvent continuer. Mais ça veut dire qu'à partir de maintenant, si on joue un petit peu au jeu de la projection temporelle, on est à peu près entre octobre, il nous reste à peu près encore maintenant 6 mois et demi, 7 mois, vous avez à peu près 12 à 14 mois pour un délai d'appel, et après vous avez à peu près 12 à 14 mois pour un délai en cassation. Donc c'est encore parti, cette affaire, pour une petite trentaine de mois, quoi, encore. Donc c'est pas du tout la fin. Vous pourrez retourner sur les sites de Libération pour lire la suite, du coup, de cette histoire. Merci beaucoup, Dorian Guinard. Le jour de notre une sur l'affaire de Nonville, le 6 mai 2024, Dan Lert, le président d'Eau de Paris, qui est aussi adjoint à la mairie en charge de la transition écologique, mairie de Paris, s'était exprimé dans nos colonnes. Il avait décrit les enjeux de l'affaire de Nonville avec ces mots. Ce projet d'hydrocarbures est une catastrophe écologique en puissance. J'ai du mal à comprendre le sens des priorités de ce gouvernement et de la préfecture. Prendre le risque d'une pollution gravissime de l'eau potable pour une production pétrolière infime de quelques barils par an, dans le contexte actuel de grande tension sur la ressource en eau, constitue une faute politique. Deux jours après la sortie de notre enquête, le gouvernement s'était fait interpeller dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est la députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau, qui était montée à l'offensive pour demander des explications au ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Il lui avait répondu
le préfet a pris un arrêté en janvier 2024 de manière à ce que cette exploitation respecte évidemment l'environnement. Évidemment, l'environnement. Même au sein de l'équipe gouvernementale dont faisait partie Roland Lescure, ce discours rassurant n'a pas été repris par tout le monde. À l'époque, le ministre délégué chargé de la santé et de la prévention était Frédéric Valletoux, ancien maire de Fontainebleau, qui se situe donc pas du tout loin de la plateforme pétrolière. Avant que l'État ne donne les autorisations de travaux à Bridge Energy, Frédéric Valletoux avait exprimé ses réserves sur les nouveaux forages. Comme on peut le voir dans ce courrier qu'il avait publié sur les réseaux sociaux, il estimait entre autres que ces puits de pétrole supplémentaires constitueraient un risque pour la qualité des eaux dans la région. Au lendemain de notre une sur Nonville, il avait reconfirmé sa position auprès de TF1. J'ai formulé à plusieurs reprises mes inquiétudes sur l'extension de la plateforme au regard de l'impact environnemental et sanitaire pour le territoire. C'est une conviction que j'avais en tant que maire, puis députée, et que j'ai toujours en tant que ministre. Ce soir, je crois pouvoir conclure en disant que Nonville, c'est aussi une histoire d'engagement politique. Car ce projet, jugé à rebours de l'histoire, pose évidemment la question des choix d'avenir. Pour rappel, en 2022, lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis que son second quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Je vous remercie. Merci. Merci. C'est peut-être l'occasion pour moi de remercier un peu tout le monde avant que JB remonte sur scène. Donc je veux remercier Jean-Baptiste et Aude qui font partie de Médias Vivants et sans qui ce spectacle n'aurait pas pu avoir lieu. Donc je pense qu'on peut les applaudir, c'est grâce à eux tout ça. Merci à mon journal, évidemment, à tous mes collègues qui sont là présents. Je vois Emma, Maud, je vois Coralie du service environnement. Merci beaucoup. Et merci aussi à l'Académie du climat pour l'accueil. Merci beaucoup.